Des amants discrets. Un couple franco-allemand dans l'après-guerre. 4e partie, suite. Retour en Allemagne. Willy, décembre 1947. Ce fameux congé, nous le prenons pendant les vacances de Noël. Karl fait le voyage avec moi. Il sait qu'il ne pourra pas aller voir sa famille, dont il reçoit régulièrement des nouvelles, et qui lui a fait comprendre qu'il valait mieux pour lui rester à l'ouest. Nous avons donc convenu d'aller voir ma famille, à Friedrichsdorf, pour une quinzaine de jours. André et Paola prennent le train avec Gabriel, qui va faire la connaissance de ses grands-parents maternels en Bavière. Hélène part avec eux. Du moins, c'est ce qui a été dit à son père. En réalité, si nous prenons tous le même train jusqu'à Paris, André et Paola prennent un train qui passe par Mannheim et Munich, alors que Karl, Hélène et moi nous dirigeons directement vers Francfort. Si l'Allemagne se relève doucement, nous avons croisé beaucoup de paysages dévastés, et il subsiste encore beaucoup de ruines comme à Francfort. Je suis frappée par l'aspect du centre-ville, qui pourtant se reconstruit peu à peu autour des quelques bâtiments anciens qui ont échappé au bombardement. Ce n'est plus vraiment la ville de mon enfance. Hélène repère tout de suite mon désarroi devant ce constat. Elle se rapproche encore plus de moi pour poser sa tête sur mon épaule. Je la rassure d'un baiser sur le front. « Ma vie est ailleurs maintenant, murmurai-je. Avec toi. » Elle découvre cette région du Taunus, pleine de contrastes entre les régions viticoles du Rheingau et les plaines du Rhin-Main, avec ses coteaux méridionaux densément peuplés. Elle reste émerveillée devant le paysage enneigé de moyenne montagne que je lui montre au loin. Il y a une station de ski dans ces montagnes, lui expliquai-je dans le car qui nous emmène de Francfort à Friedrichsdorf. Il y a aussi beaucoup de stations thermales et plein d'endroits où faire de la randonnée l'été. C'était un peu mon terrain de jeu lorsque j'étais adolescent. Il est vrai que ces montagnes sont moins hautes que celles de Bavière, dont est originaire Paola, mais les paysages sont magnifiques. Ça vaut bien ceux de mes montagnes du Harz, avoue Karl avec un soupir qui en dit long. Dommage que je ne puisse pas vous les montrer. La tristesse dans sa voix nous rappelle brusquement qu'il n'est pas prêt de revoir les paysages de son enfance. Et Malena, pour le consoler, le gratifie d'un baiser sur la joue. Elle le considère depuis longtemps comme un second grand frère. En comparaison avec Francfort, la petite ville de Friedrichsdorf, située sur le versant sud de la crête principale du Taunus, semble intacte. Hélène est tout de suite séduite par les maisons à colombages et aux volets colorés qui lui rappellent l'imagerie populaire des villes alsaciennes, qui côtoient des constructions plus récentes. Revoir mon oncle Helmut, ma tante Frida et mes cousins me fait un choc. Hermann vient juste revenir de Grande-Bretagne, qui a libéré une grande partie des prisonniers détenus sur son sol. Il a changé, mais pas autant que ses parents. À 27 ans, il hésite à reprendre ses études interrompues par la guerre comme les miennes. Ursula a le même âge que moi, 24 ans. Elle, en revanche, n'a pas changé. Les cheveux châtain clair et les yeux bleus, elle est un peu plus grande qu'Hélène. Ses études ont aussi été bousculées par cette foutue guerre, mais elle ne s'est pas laissée abattre et est devenue infirmière. Son métier lui a permis de retrouver rapidement du travail lorsque la famille avait dû fuir devant l'avancée des Russes. Pendant les étreintes interminables de nos retrouvailles, Karl et Hélène sont restés en retrait. Je présente mon camarade Karl, leur expliquant que sa famille habite vers Nigerode, au pied des montagnes de Harz, en zone soviétique. Ma famille accueille à bras ouverts ce garçon affable, aux côtés duquel j'ai combattu de 1941 à 1945, et prisonnier ensuite, comme moi, dans les camps de Remagen puis Bolbec, et enfin dans notre mini-commando à Saint-Martin jusqu'en septembre dernier. Mais je vois bien que les miens languent avec insistance vers la jolie blonde aux yeux caramel qui est avec nous. Vêtue d'une jupe plissée couleur caramel comme ses yeux, et d'une veste courte assortie avec des revers blancs, sous son manteau en lainage bleu marine, chaussée de ses escarpins bottines et coiffée de son béret orné d'un joli nœud,
Elle a tout de la française élégante, telle que l'imaginent beaucoup d'étrangers. Sauf qu'elle n'est pas sophistiquée. Et voici Hélène, annonçai-je en lui prenant la main pour l'attirer à moi, ma fiancée. Ta fiancée? Répète mon cousin incrédule. J'imagine qu'elle est française, puisque tu es là-bas depuis 2 ans. Je n'ai jamais mentionné son existence dans mes courriers, subodorant qu'il pouvait être lu par les Français comme par les Britanniques. Oui, mais elle parle parfaitement allemand. Ce que démontre rapidement Malena en se déclarant enchantée de faire leur connaissance à tous. C'est grâce à son obstination que j'ai retrouvé votre trace. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que lorsqu'elle veut quelque chose, elle fait tout pour l'avoir. Force nous est de raconter notre histoire, émaillée des commentaires de Karl qui font comprendre à ma famille que notre amour remonte à notre rencontre. Eh bien, moi, je n'ai pas eu l'occasion de ramener une petite Anglaise. Il y en a de jolies, mais je ne les ai pas approchées. Les derniers temps, les relations étaient plutôt tendues avec les ouvriers anglais qui reprochaient à leurs autorités de nous donner le travail qui devait normalement leur revenir. Un des aspects positifs, c'est qu'en travaillant dans le bâtiment, j'en ai beaucoup appris sur le métier là-bas. Tu penses te reconvertir dans la construction? Demandai-je curieux. J'y songe sérieusement, d'autant que les besoins sont énormes ici en Allemagne. Et toi, tu veux devenir agriculteur? Cette question fait sourire Hélène, qui me lance un clin d'œil complice. Même si j'aime ce que je fais, ce n'est pas le métier de mes rêves. Il a choisi de travailler dans une ferme surtout pour manger à sa faim au départ, déclare Hélène avec un grand sourire. Quand mon frère les a ramenés de leur camp, si Karl pouvait faire illusion, Willy était maigre à faire peur. C'est vrai, mais la cuisine de ta grand-mère m'a vite remis sur pied, répliquai-je avec un baiser. Tout comme Karl, n'est-ce pas, camarade? Ajoutai-je d'un ton moqueur en montrant sa bonne mine. Celui-ci a retrouvé l'allure de bon vivant qu'il avait lorsque nous nous sommes connus, quand les rations militaires nous nourrissaient encore correctement. Tu n'as jamais été bien gros, admet mon oncle Helmut, qui affiche quasiment la même taille et la même corpulence que moi. Toutefois, je suis désormais plus musclé que lui, grâce aux travaux de la ferme. Tu tiens ça de ton grand-père maternel, indique-t-il. Tu lui ressembles beaucoup, d'ailleurs, intervient ma tante. Je ne réponds rien, pourtant cette phrase me ramène à l'histoire d'Albertine. Néanmoins, je préfère me taire pour l'instant. En attendant, tu ne m'as pas répondu. Que veux-tu faire, si ce n'est pas agriculteur? Reprend mon cousin Hermann. Ce que j'ai toujours voulu faire, enseigner. Mais enseigner l'allemand en France, au lieu d'enseigner le français en Allemagne. Mais je vais devoir passer par un concours très sélectif. Hélène, toujours positive, pointe mes avantages et avance que je pourrais toujours donner des cours particuliers en attendant. Prévoyante, elle a aussi amené dans ses bagages des victuailles bienvenues dans une Allemagne qui manque encore de pas mal de choses. Je comprends mieux pourquoi sa valise était si lourde et la mienne par la même occasion. Elle y avait glissé cidre et beaucoup de conserves, sans omettre œufs, beurre et Neuchâtel. Ma famille reste bouche bée devant son déballage. Pour le reste, elle n'a emmené qu'une chemise de nuit, quelques sous-vêtements, une robe d'hiver en lainage écossais à dominante bleu marine que je lui connais bien, 2 jupes, 2 chemisiers, un pullover et un gilet, un pantalon et une veste en lainage sans omettre un bonnet, des moufles de laine et des brodequins pour affronter le froid bavarois lorsqu'on nous rejoindront André et Paola. Elle s'est occupée de ma valise également, la remplissant de vêtements que j'ignorais posséder pour certains, sans omettre un pyjama, vêtements que je ne porte jamais, puisque depuis que nous dormons ensemble, c'est en costume d'Adam et Ève. Les quelques jours que nous passons avec ma famille sont l'occasion de raconter maintes anecdotes d'avant-guerre, mais aussi des souvenirs du front que je n'ai jamais révélés à Malena, qui réalise les souffrances que nous avons endurées sur le front russe pour un gouvernement qui ne voyait en nous que de la chair à canon au service de ses idées folles. C'est ainsi que nous en venons à parler de mon grand-père maternel. Cette fois, je me décide à poser à mon oncle Helmut la question que je n'ai pas osé poser le premier jour. « As-tu des photos de notre grand-père » lui demandai-je. « Oui, bien sûr. Lorsqu'il a fallu vider sa maison après sa mort, j'ai récupéré les photos qu'il possédait dans une boîte en fer, quelques albums et ses carnets,
dans lequel il écrivait ses poèmes. Nous avons réussi à les sauvegarder malgré les bombardements, car ils étaient dans la cave. Tu veux les voir? J'aimerais beaucoup, avouai-je. Ma tante Frida va droit à un secrétaire d'où elle extrait la fameuse boîte en fer et 2 albums. Émue, j'ouvre le premier album dans lequel je retrouve mon grand-père et ma grand-mère, que je n'ai pas connus le jour de leur mariage. Des photos de mon oncle et de ma mère, bébés, enfants, puis adolescents dans diverses situations, à l'école, à la campagne ou devant le château de la Wartburg, emblématique d'Eisenach. C'est vrai que tu ressembles beaucoup à ton grand-père, s'exclame Léna que je tiens étroitement enlacée. Je retrouve ensuite ma mère, jeune fille, puis lors de son mariage avec mon père dans le second album, ainsi que mon oncle et Frida. Puis viennent les photos de Hermann, Ursula et moi, à différents âges. Certaines photos ont même été prises dans l'appartement de mes parents à Francfort, lors d'une fête de famille avant-guerre. On nous y voit même devant le Römer, l'emblématique hôtel de ville sur l'illustre place Römerberg, malheureusement détruit lors des bombardements de 1944 qui ont aussi coûté la vie à ma mère. Sur une autre photo, je pose avec elle devant le château de Holzhausen, un château baroque entouré d'eau avec un pont en arc, construit au XVIIIe siècle par une riche famille de la ville, à la place d'un château d'eau de la fin du Moyen Âge. Lui aussi a été endommagé lors des raids aériens sur Francfort. J'ai même la surprise de nous voir, Hermann et moi, en uniforme. J'ai ajouté ces photos de vous deux en uniforme lorsque vous avez été enrôlés, puis lorsque vous veniez en permission, précise mon oncle. Vient ensuite le tour de la boîte en fer. Elle contient 5 carnets de mon grand-père et des photos. Il y a des endroits que nous connaissons bien, avoue mon oncle, mais certains pas du tout. Il y a même des personnes dont je ne saurais te décliner l'identité. Et en effet, sur certains clichés apparaît l'université d'Iéna, où mon grand-père avait enseigné. Il y figure avec des collègues et des étudiants. D'autres ont été prises près du monastère Kloster Hülfensberg, dans le village médiéval de Bornhagen, dominé par son château Burgruin-Hanstein en ruine, ou dans les villages de Ditterode et Mackenrode, avec leurs maisons authentiques, de formes et couleurs différentes, difficiles à imaginer sur les photos en noir et blanc. On le voit aussi à Eisenach. Mon oncle et mes cousins se font une joie de montrer des vues de leur ancienne ville, avec ses maisons à colombages, la Karlplatz, la place principale, l'église Saint-Georges et son ancien cloître du XIIIe siècle, où Luther et Jean-Sébastien Bach sont allés à l'école. Ils reconnaissent certaines rues, comme Johannisstraße, Karlstraße, Querstraße, Goldschmiedenstraße, Alexanderstraße, et bien évidemment, difficile d'échapper aux maisons de Luther et de Bach. En revanche, je n'ai pas besoin de leur lumière pour reconnaître Erfurt, dont j'ai toujours trouvé la vieille ville incroyablement belle, avec son architecture étonnante, colorée, typique, et sa petite rivière qui traverse le Kremerbrücke, le plus vieux pont habité en Europe, paraît-il. Je ne sais pas ce qu'il reste de cette ville, dis-je à Hélène, mais j'ai aimé y flâner. Lorsque l'on traverse le Kremerbrücke, on a tout sauf la sensation d'être au-dessus de l'eau. On dirait une quelconque ruelle avec ses petits commerces locaux. Et puis, je me souviens aussi de la place de la cathédrale, énorme, entourée de maisons en colombage, où se tenait le marché de Noël. C'est à cette époque que j'y étais allée avec mes parents. C'est sans doute pour cette raison que j'en garde un souvenir émerveillé. D'autres photos ne m'évoquent rien. En revanche, devant l'une d'elles, Hélène réagit. Cet endroit me dit quelque chose. Je suis quasiment sûre que c'est Divonne-les-Bains. J'y suis allée en vacances une année. C'est dans le Jura français, mais très près de Genève. Te souviens-tu si ton père a séjourné en France en 1902 m'enquiers-je auprès d'Helmut. Je sais qu'il est allé en France vers cette époque, après la mort de ma mère en 1900, mais je ne pourrais pas te dire si c'est en 1902. J'étais encore très jeune. Je me souviens juste que ma grand-mère, qui nous a élevés, ta mère et moi, me disait que mon grand-père était très triste et qu'il avait besoin d'aller se soigner en prenant les eaux. Nous continuons à consulter les photos. De nouveau, Hélène m'arrête. Ça alors?
C'est Forges-les-Eaux, s'écrie-t-elle. Là, impossible de me tromper. Ce sont les thermes, et à côté, le casino. Mon grand-père est bien allé en Normandie, mais ça, nous le savions déjà, Hélène et moi. Puis, sur les photos suivantes, je reconnais le paysage. Saint-Martin. Sur une photo, on voit une jeune femme en train de traire dans la prairie sous les pommiers. Cette même jeune femme est bien reconnaissable sur plusieurs autres photos, sur lesquelles est également visible le manoir, vu depuis la rive opposée de la Varenne. Le visage de Malena s'illumine. On dirait Albertine sous mes Karl. Et voilà, c'est tout Karl, les pieds dans le plat. En même temps, il ignore encore tout de l'histoire de Bruno et Albertine. Plus pour longtemps. Mon oncle, ma tante et mes cousins nous considèrent incrédules. « Tu connais cette femme, Hélène » demande Ursula, qui a vu le visage de ma fiancée changer en voyant les dernières photos. Et pour cause, c'est ma grand-mère, la mère de mon père. Et ce manoir et la ferme, c'est là que nous vivons. Mince, sacrée ferme, s'exclame Hermann. Les carnets de mon grand-père sont datés. Je saisis directement celui sur lequel est écrit 1901-1910. Lorsque je l'ouvre, une photo tombe par terre. Je me précipite pour la ramasser. Sur les photos que nous venons de voir, figurent soit Albertine, soit Bruno, mais jamais les deux en même temps. Mais sur celle-ci, ils sont tous les deux. Et le regard qu'ils échangent est très révélateur. Au dos, je reconnais l'écriture élégante de mon grand-père, la même que dans les carnets. Ich und Tina. April 1902. Je dois avoir un drôle d'air car mon oncle me prend la photo des mains et comprend de suite que les deux personnes qu'il y voit se connaissent très bien. Mon père a eu une liaison avec la grand-mère de ta fiancée ? Un silence suit cette interrogation. Il faut pourtant bien y apporter une réponse. Après tout, mon grand-père était veuf. Qu'il ait eu une relation 2 ans après le décès de ma grand-mère n'avait rien de répréhensible. Pourquoi cacherais-je la vérité ? En effet, Albertine a parlé un jour à Hélène de son grand amour. Lorsqu'Hélène lui a confié que nous nous aimions et que c'était sérieux. Pour la déculpabiliser, elle lui a alors confié son histoire avec un Allemand rencontré en 1902. Cette histoire, les parents et le frère d'Hélène ne devaient surtout jamais la connaître. Frida semble bouleversée à mon évocation. Karl, de son côté, a compris qu'il ne devra pas évoquer ce qu'il sait désormais. Toutefois, Léna a éprouvé le besoin de m'en parler en me faisant promettre de garder le secret de sa grand-mère. Quand elle m'a parlé d'un Bruno, veuf avec 2 enfants, professeur à Iéna, rencontré en 1902, j'ai pensé à grand-père. Mais je devais en avoir le cœur net. Aussi, un jour en compagnie d'Hélène, j'ai demandé à Albertine, qui n'en a pas voulu à sa petite fille de m'en avoir parlé, si elle connaissait le nom de famille de Bruno. Lorsqu'elle m'a dit Neumann, cette fois il n'y avait plus aucun doute. C'était donc vrai, aimait Frida. Mon père t'avait dit quelque chose à ce sujet, réagit Helmut. Il n'avait pas été précis, mais lorsque Martha a rencontré Franz, tu t'étais opposé à leur mariage au début, parce que Franz était catholique. Tu t'es même disputé avec elle lorsqu'elle a décidé de se convertir pour l'épouser. Et souviens-toi, ton père avait défendu leur cause. Oui, je m'en souviens, ronchonne Helmut, que je regarde éberlué car j'ignorais cette anecdote. J'avais parlé à ton père de cette dispute qui me faisait de la peine. Il m'avait alors dit qu'il comprenait Martha, car lorsqu'on rencontrait le grand amour, il fallait tout faire pour le garder, surtout quand les 2 parties sont libres. La religion ou une frontière ne sont pas des obstacles. Je me souviens qu'il avait alors murmuré « Je l'ai rencontré 2 fois, j'ai perdu le premier et j'ai rencontré le deuxième trop tard. » Je comprends mieux maintenant ce qu'il a voulu dire. Je tiens toujours à la main le carnet qui contenait la photo des 2 amoureux. Instinctivement, je le feuillette rapidement jusqu'à l'année 1902. Toute une série de poèmes évoque un paysage verdoyant que je connais bien désormais. Puis une jeune femme dont le prénom n'est jamais cité, d'un amour interdit. L'amour et la nostalgie perdurent dans les poèmes suivants.
Le soir de cette révélation de la liaison de mon grand-père avec Albertine, alors que nous sommes au lit, Hélène reste songeuse. Elle a même l'air complètement ailleurs. Quelque chose te tracasse, Herzchen ? Je n'arrête pas de penser à Bruno et Albertine. Ce secret est pesant. Ce n'est plus un secret entre nous, mon amour, déclarai-je en l'étreignant. Je ne t'ai pas tout dit, Willy. J'avais peur que ce soit perturbant pour toi. Mais je n'ai pas envie de te mentir, même si cela ne nous concerne pas personnellement. Que veux-tu dire ? La liaison entre Albertine et ton grand-père n'est pas restée sans conséquence. Quelque temps après le départ de Bruno, ma grand-mère s'est rendue compte qu'elle était enceinte. Elle a donc partagé le lit de mon grand-père afin de pouvoir garder ce bébé, seul lien qu'elle pouvait garder avec Bruno. Je reste muet de stupeur. Mais elle a fait une fausse couche à presque 4 mois de grossesse. Ça a été terrible pour elle, et elle a vécu la perte de ce petit garçon comme une punition pour son adultère. Malena me regarde suppliante, les yeux pleins de larmes. J'espère que tu ne m'en veux pas de ne pas te l'avoir dit. Comment pourrais-je t'en vouloir à toi ? Nos grands-parents ont vécu une belle histoire d'amour, très brève, et qui s'est finie tragiquement. Nous n'y sommes pour rien ni l'un ni l'autre. J'espère surtout que la nôtre durera beaucoup, beaucoup plus longtemps. Je t'aime plus que tout, et je ne veux surtout pas te perdre. En couvrant son corps de caresses et de baisers, je tente de lui transmettre tout mon amour. Je ne peux me détacher d'elle. Elle est ma drogue. Nous fusionnons avec des soupirs de plaisir, et Helena s'agrippe à moi. Je m'efforce de me montrer encore plus doux et passionné dans cet acte intime. Nous retenons nos cris de plaisir pour ne pas réveiller nos voisins, mais des gémissements révélateurs s'échappent de nos lèvres. Les jours suivants, il n'a plus été question de l'histoire de mon grand-père. Cependant, mon oncle m'a laissé quelques photos en souvenir, ainsi que 2 des carnets contenant les poèmes de Bruno, celui de 1901-1910 et le dernier qu'il avait commencé en 1930. J'ai bien sûr lu aussi les 3 autres, et j'ai même recopié certains poèmes qui m'ont particulièrement ému. Nous nous sommes surtout préoccupés de faire de ce Noël 1947 une fête inoubliable, après avoir visité le marché de Noël de Francfort, qui n'a pas encore retrouvé sa splendeur d'antan, mais Léna et moi nous en moquons. Et surtout, nous échangeons nos cadeaux très émus. La femme de ma vie a dévalisé les librairies de Francfort pour dénicher quelques ouvrages dont je vais avoir besoin pour le concours de l'agrégation. En outre, mon oncle me fait cadeau de certains livres qui appartenaient à mon grand-père. Bref, les livres vont remplacer les victuailles dans nos valises, qui seront donc aussi lourdes au retour qu'à l'aller. Après Noël, nous avons rejoint André, Paola et Gabriel en Bavière. Oberstdorf im Allgäu est une découverte pour nous tous. Cette petite ville thermale est la plus méridionale d'Allemagne, tout près du Tyrol autrichien et du Fort Arlberg. Léna est sous le charme des paysages enneigés, encadrés de hautes montagnes, notamment le panorama à couper le souffle sur le Nebelhorn. Nous avons été accueillis par une Paola rayonnante, qui a retrouvé sa famille pour 2 semaines. Gabriel paraît comme un coq en pâte entre ses grands-parents et son oncle Tobias, dont André a fait la connaissance. Le second frère de Paola, Léo, est toujours prisonnier. Tobias avait combattu en Pologne, en France, en Russie, puis il avait été gravement blessé à la bataille de Bautzen en avril 1945. Après des mois d'hôpital, il avait été envoyé chez lui à la fin du mois d'octobre 1945, peu de temps après le départ de Paola. Quant à Léo, il avait passé la majeure partie du conflit en Norvège, avec la 20e armée de montagne, qui s'était rendue aux Britanniques le 8 mai. Sa libération n'était plus qu'une question de semaines. André avait averti les Schuster que sa sœur et son fiancé allaient venir les rejoindre. Avec Paola, ils avaient ménagé leurs effets. Aussi, les Bavarois sont très surpris de voir arriver Hélène, encadrée par 2 Allemands. D'autant plus qu'elle se présente dans leur langue. Eh bien, dites-moi, André, finalement, les Français sont en minorité, déclare le père de Paola Hilar.
Il appréciait André le prisonnier, courageux et agréable à vivre. Mais elle avait eu du mal à digérer l'annonce de la grossesse de sa fille, intervenue après le rapatriement du jeune homme. Il s'était toutefois radouci lorsque le Français avait déclaré vouloir épouser sa bien-aimée, même si cela signifiait le départ de Paula pour la France. Amelia Schuster, son épouse, avait éprouvé beaucoup de peine à voir partir sa fille. « Et comment réagit votre père de voir sa fille vouloir épouser un Allemand après que son fils ait épousé une Allemande ?» demande Martin Schuster. « Il ne le sait pas encore, rétorque Hélène avec un sourire. Il est bien le seul. Il aime bien Willy, mais de là à le considérer comme son futur gendre, il y a tout un monde. Je voulais lui laisser le temps de s'habituer à Paula, ce qui est fait depuis un moment. Mais il n'y a pas que mon père. Karl et Willy, jusque-là, étaient des prisonniers de guerre, et il leur était interdit de fréquenter des Françaises. Ils sont tous les deux appréciés dans le village par leur travail et leur gentillesse, mais pour beaucoup, ils restent des étrangers, des boches. Maintenant qu'ils sont des travailleurs libres, les choses vont être plus acceptables. Je vois, on n'efface pas les traces des guerres répétées entre nos deux pays si facilement. Quoi qu'il arrive, je suis bien décidée à annoncer à mon père que je veux épouser Willy, et s'il n'est pas d'accord, eh bien, tant pis, je quitterai la maison. Hélène est aussi têtue que moi, papa, intervient Paola. Rien n'arrête une femme amoureuse. Et elle a des alliés de poids. Moi, André, sa mère et sa grand-mère, Albertine. Cette dernière voit déjà Willy comme son petit-fils depuis longtemps. Bientôt, les discussions tournent autour de nous, les anciens combattants. Karl, Tobias et moi avons combattu en Russie pendant un bon moment. Tobias a été mobilisé dès le début et a été témoin de choses dont il préfère ne pas parler. Je comprends ce qu'il veut dire. Nombreux sont ceux qui préfèrent oublier ce qu'ils ont vécu et qui veulent maintenant entamer une nouvelle vie dans des pays certes ruinés, mais en paix. Nos sorts comme prisonniers de guerre, chose que n'a pas connue Tobias, ont été différents selon que nous sommes tombés entre les mains des Américains ou des Britanniques. En tout cas, d'après notre expérience à Karl et moi, et celle de mon cousin Hermann. Le fait que ce dernier ait été bien nourri pendant sa détention en Angleterre rassure les Schuster sur le sort de Léo. Mais nous passons rapidement à des sujets plus gais, comme mes débuts comme agriculteur encadré par Hélène, un apprentissage qui a favorisé notre amour mutuel. Karl amuse beaucoup la galerie en racontant sa version de l'histoire, notamment le jour de notre arrivée, et mon coup de foudre pour Malena, réciproque, comme nous nous en sommes rendus compte après. Hélène, du 27 décembre 1947 au 2 janvier 1948. Nous nous intégrons dans la vie de la ferme pour quelques jours. Avec tous ces bras supplémentaires, le travail est plus vite fait et libère du temps pour des activités plus ludiques dans la neige. Car le tourisme a vite repris ses droits à Oberstdorf. La guerre y a bien sûr laissé quelques souvenirs, comme la formation en mars 1945 d'une unité Volkssturm ou la transformation des écoles en hôpitaux militaires, reléguant les cours des élèves dans les auberges le matin. Le village avait bien subi un raid aérien le 27 avril 1945, cependant, celui-ci n'avait causé que des dommages matériels mineurs. Depuis la fin de l'année 1944, un groupe de résistance, Heimatschutz, y avait été formé, dans le but d'une reddition pacifique du village. Aussi, lorsque le 1er mai 1945, une avant-garde de la 2e division d'infanterie française, composée essentiellement de Marocains, était entrée dans Oberstdorf avec 8 chars, elle n'avait pas eu à combattre. D'une part, de fortes chutes de neige empêchaient le soutien des raids aériens alliés. D'autre part, les membres responsables du Parti national-socialiste avaient été arrêtés par le groupe de résistance Heimatschutz qui avait pris le contrôle de la station thermale. Le 7 juillet, les troupes américaines avaient remplacé l'armée française et en novembre, tous les bureaux américains avaient été déplacés à Sonthofen. En 1946, le tourisme redémarrait déjà. Les seules traces de la guerre étaient les anciens travailleurs forcés, dont de nombreux Polonais et Russes, logés dans des hôtels et des pensions confisquées, tels le Christlesee, le Luitpold, ou des maisons gérées par l'UNRWA, l'administration de secours et de réhabilitation des Nations Unies,
ou l'IRO, l'Organisation internationale pour les réfugiés. Puis à partir de la fin de 1945, il y avait eu des réfugiés et des personnes déplacées, logés dans les hôtels Zone et Ruby House. Je découvre donc les joies de la neige. Je suis en effet la seule à ne jamais avoir vécu en montagne, et tous veulent absolument me faire monter sur des skis. Je me rappelle que tu n'étais pas très doué au départ, déjà André. Ne nie pas, tu me l'as écrit dans une de tes lettres. C'est vrai, crevette, j'ai bien fait rire tout le monde. À toi de montrer que tu peux faire mieux. Nous ne sommes que deux femmes, moi et Paola, entourées par 4 hommes qui, eux, savent tenir sur ces satanées planches. Paola aussi y est accoutumée. Eh bien, ils vont voir de quel bois je me chauffe. J'ai toujours été un garçon manqué. Le dimanche 29 décembre, je relève le défi. Heureusement que j'ai prévu les vêtements adéquats. Revêtu d'un pantalon fuseau, d'un bon pull avec un col roulé et d'une chaude veste de lainage, sans omettre mon bonnet, mes moufles de laine, de bonnes chaussettes et mes bottillons, me voilà prête à affronter la neige et le froid. Willy, comme toujours, me regarde admiratif. Lui aussi est magnifique. C'est bizarre parce que la neige paraît différente de celle qui tombe en Normandie, qui me semble plus lourde, chargée en eau. Ici, elle semble légère dans les endroits qui n'ont pas été foulés aux pieds ou par les roues des charrettes. Évidemment, avec le froid, il y a souvent une légère croûte gelée sur le dessus. Elle crisse sous les pas. L'ambiance est comme feutrée, tout comme autour du gros chalet des Schuster. En route pour t'équiper pour ta première leçon de ski, me lance Paola. Je suis sûre que tu vas aimer ça. J'attends de voir, car j'imagine qu'il y a une différence entre faire des glissades sur mes 2 pieds et de le faire avec 2 planches aux pieds. Je me demande si je ne devrais pas me contenter de la luge avec Gabriel. Et moi, je suis certain que tu vas y arriver. Qui sait, tu tenteras peut-être même le tremplin de saut à ski rénové l'année dernière, s'exclame André Hillard. C'est ça, moque-toi. Rassure-toi, c'est moi qui vais t'apprendre, monsieur Survilly en m'enlaçant. Tu me fais confiance? À toi, oui. Tu sais bien que je pourrais te suivre au bout du monde, fais-je en me serrant contre lui et en tirant la langue à mon frère. Il a fallu que je me familiarise avec les chaussures de ski, dont la semelle me paraît très rigide, et aux fameuses planches en bois, qui finalement comportent aussi des parties métalliques sur les arêtes du bois et des fixations, sans compter les bâtons de je ne sais trop quoi faire. Mes compagnons ont choisi à mon intention une pente douce, derrière la station du téléphérique, qui permet de rejoindre l'hôtel d'altitude Heufatzblick. Willy a pris les choses en main et commence par me montrer la technique de l'escalier pour gravir la côte quand la pente devient un peu plus accentuée. Pour cette partie-là, j'arrive à m'en sortir. Les choses se gâtent un peu lorsque je dois descendre. Je me sens un peu raide. Les mains en visière devant ses yeux pour se protéger des rayons du soleil, mon fiancé me conseille. Mets tes skis bien parallèles. Oui, c'est ça, tu y es. Plie un peu les genoux et avance le corps. Si tu es trop en arrière, tu vas prendre trop de vitesse. Mais les réflexes ont la vie dure, et je prends de la vitesse, si bien que mes jambes vacillent, les bâtons partant dans tous les sens, et je m'écroule sur mon côté gauche. Pendant que les autres sont morts de rire, Willy se précipite à mon secours. Ce n'est rien, Herzchen. Ne t'occupe pas d'eux. Je vais t'aider à te relever. Mets tes skis perpendiculairement à la pente. Imperturbable, les dents serrées pour ne pas invectiver les moqueurs, je remonte la pente. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. Au 3e essai, je descends sans tomber et Willy m'intercepte au passage pour m'arrêter. Je t'avais dit que tu y arriverais. Maintenant, je vais te montrer comment t'arrêter et tourner. J'acquiesce et je me tourne vers les autres. Ne restez pas là, allez profitez. Vous savez skier, ne vous privez pas pour moi. Il y a bien assez de Willy qui se sacrifient. Tu es sûre, avance Paola? Certaine. Les 4 spectateurs ne se le font pas dire 2 fois et se dirigent vers la station du téléphérique. Je reste seule avec mon Willy. Je suis désolée, mon amour, si tu es obligée de te coltiner une débutante pas très douée. Tu plaisantes, j'espère. Je trouve que tu ne t'en sors pas si mal. Allez, en route, et je suis certain que le temps qu'ils montent puis redescendent la piste, tu les épateras. Mon fiancé est vraiment un amour. Je le gratifie d'un long baiser qui nous laisse haletants tous les deux.
Mais il se reprend très vite. Si tu essaies de me divertir pour échapper à la leçon, tu as tout faux, ma chérie. Allez, où ton grimpe? Comme il ne lâche rien, et moi non plus, après quelques montées et descentes, je piche la technique du chasse-neige pour tourner et m'arrêter. Aussi, pour que nous partions d'un peu plus haut, il me fait utiliser des pots de phoque pour grimper. Je ne tombe qu'une fois lors de cette descente plus longue que les autres. Naturellement, je ne descends pas comme une flèche, comme certains skieurs que je vois passer. En tout cas, mon professeur particulier a l'air content de moi. Et nos compagnons, lorsqu'ils arrivent après leur descente, sont ébahis par mes progrès. Si le style n'y est pas, au moins je sais tourner et m'arrêter. Maintenant, nous allons tester sur des pistes plus longues. Tu n'auras qu'à me suivre, mon amour. Ne crains rien, nous allons prendre des pistes pour débutants. Je ne suis pas très rassurée, mais je suis le groupe. Dans la cabine du téléphérique suspendu au-dessus du vide, parmi les skieurs debout, agglutinés, des odeurs de fart, je me suis placée près de la vitre, blottie contre Willy qui me serre étroitement. Au passage du premier pylône, la caisse vitrée a un soubresaut qui fait pousser de petits cris à certains, aux femmes en particulier. Moi, je contemple ce paysage tout blanc, d'où ressort le vert sombre des sapins. Oberstdorf s'éloigne et devient de plus en plus petit. On dirait maintenant un village miniature, avec ses petits chalets couleur chocolat et leur toit couvert de poudre immaculée qui me fait penser à du sucre-glace. Un peu à l'écart du village, j'aperçois la ferme des Schuster. Je ne me lasse pas du spectacle, et avec mon homme tout près de moi, je me sens en sécurité. Puis, un peu au-dessus de l'hôtel Heufatzblick, la cabine ralentit, vibrant de toutes ses tôles, avant de stopper au niveau de la plateforme de débarquement. Les portes à peine ouvertes, les passagers déboulent sur le quai pour se précipiter sur le panier fixé à l'extérieur où sont déposés les skis. Lorsque nous avons tous récupéré notre matériel, nous sortons de la station et nous dirigeons vers le point de départ des pistes. Nous sommes à près de 2000 mètres d'altitude et l'air plus vif semble dilater mes poumons. Le soleil se réverbère sur la neige qui brille. Heureusement, Willy avait prévu dans son sac à dos des lunettes noires pour lui et pour moi. J'avoue que je n'avais pas pensé à ce détail, qui n'en est pas un en montagne. Les sommets se détachent dans le ciel d'un bleu pur. Tobias me les nomme l'un après l'autre. Juste au-dessus de nous, c'est le Nebelshorn, et ensuite derrière, le Grosse Wilder, le Kratzer, le Treterspitze et enfin l'Autriche. Puis vient le moment de rechausser les skis. Les plus aguerris partent devant. Je passe le premier, me dit Willy. Tu me suis, comme tout à l'heure. Obéissante, je suis ses traces, en laissant une distance de sécurité, les jambes un peu raides, les coudes au corps dans une attitude un brin crispée. Inévitablement, je tombe dans un virage, mais je me relève et je continue à descendre lentement. Willy, lui, est très à l'aise, se jouant des difficultés de la piste. Ce que j'appréhende le plus, ce sont les bosses, qui manifestement n'effraient pas mon chéri, qui décolle du sol sans crainte. Il semble même en faire un jeu, ses skis retrouvant la neige dans un choc mat, ne le déséquilibrant même pas une fraction de seconde. Nos compagnons se sont arrêtés plus bas pour nous attendre. Arrivé devant eux, je vois mon Willy freiner son élan et virer sur son ski inférieur dans un Christiania impeccable qui soulève une gerbe de neige poudreuse autour de lui et asperge copieusement mon frère et nos amis. Cette farce l'amuse énormément. Moi, je me contente de ralentir en chasse-neige, comme il m'a appris à le faire. Mon frère, pour le coup, se montre admiratif de mes progrès rapides, même si je descends comme un escargot par rapport à eux. Apparemment, il a fait une belle chute avant que nous arrivions, moi et Willy. Si vous aviez vu le gadin qu'il a pris, nous explique Paola, tout ça pour une faute de quart. J'ai du mal à m'habituer au quart, déclare mon frère un peu bougon. Quand j'amorce un virage, elle mord trop dans la neige et je tombe. Oui, mais pour skier sur piste, l'écart, c'est quand même génial. Ça donne plus d'assurance pour se diriger. Moi, je trouve que tu te débrouilles très bien, mon chéri. Le visage de mon frère se détend suite à la déclaration de sa femme qui le gratifie d'un baiser sur la joue. On continue, demande-t-elle avant de s'élancer en décrivant une courbe dans la neige. Willy et moi les laissons partir devant. Et mon professeur reprend son enseignement. Maintenant que tu maîtrises mieux la technique, efforce-toi de skier un peu plus en parallèle. Je sais que tu peux le faire. Profite de la largeur de la piste et fais de grands virages.
pense à bien fléchir les genoux sans pour autant te contracter et garde ton dos droit. Je m'efforce de suivre ses conseils à la lettre et de calquer mes mouvements sur les siens. Petit à petit, j'intègre comment gérer l'écart, anticiper les virages avec la position de mon buste, maîtriser mes appuis. En revanche, je ne sais toujours pas me servir efficacement de mes bâtons. Néanmoins, je suis heureuse d'arriver tout en bas et de déchausser les skis. Je n'imaginais pas avoir autant mal aux cuisses après ce genre d'exercice. Ce qui me rassure, c'est que je ne suis pas la seule, puisque mes compagnons sont aussi fatigués que moi. Nous sommes tous rentrés à temps pour la traite du soir, et il est beaucoup question de mon initiation pendant le repas. Je trouve d'ailleurs que tout le monde s'intéresse un peu trop à moi. Le seul dont je veux l'attention exclusive est Willy. Je n'ai qu'une hâte, me retrouver pelotonné tout contre son corps nu, comme le mien. Le regard qu'il échange avec moi au moment même où j'ai cette pensée me révèle que nous sommes sur la même longueur d'onde. Nous devons être doués tous les deux pour la télépathie. Le lendemain, en fin de matinée, alors que les hommes sont en train de nettoyer les tables et que j'aide Madame Schuster pendant que Paola s'occupe de Gabriel, le chien de la maison, un jeune rouge de Bavière, se met à aboyer. Ses jappements insistants ont alerté Tobias et son père, qui sont déjà sortis de l'étable, lorsqu'Amelia Schuster s'approche de la fenêtre pour voir ce qui se passe. J'ai juste le temps de la rattraper quand je la vois vaciller pour l'empêcher de tomber. J'alerte Paola qui est à quelques mètres de moi afin qu'elle approche une chaise afin d'y asseoir Amelia. Je n'ai pas besoin de poser de questions, car son mari, suivi de Tobias, entre en trombe en s'écriant « Amelia, c'est Léo, il est de retour !» Je comprends ce qui a tant bouleversé la mère de mon amie et belle-sœur. Son deuxième fils est enfin de retour, juste avant la fin de l'année. S'ensuit une série d'étreintes et d'embrassades, auxquelles j'assiste en retrait avec André, Willy et Karl. Non loin de nous, une jeune femme aux cheveux blonds foncés, mi-longs, et aux yeux verts en amande, qui porte dans ses bras une petite fille, sensiblement du même âge que Gabriel, semble un peu perdue. Le nouvel arrivant parvient enfin à se détacher des bras de sa mère et de sa sœur, pour venir au secours de sa compagne. Il prend la fillette dans ses bras et la jeune femme par la main. « Papa, maman, Paola, Tobias, voici Sonia, et notre fille Christina. » Ne parlez pas trop vite, car Sonia parle et comprend l'allemand, mais elle n'est pas encore très à l'aise. Les Schuster se retrouvent avec deux petits-enfants du même âge, une fillette qui prononce quelques mots d'allemand, mais qui parle essentiellement norvégien, et un garçonnet qui lui parle autant allemand que français. Gabriel, petit brun aux yeux marrons, paraît d'ailleurs très intrigué par cette petite fille aux cheveux châtains et aux yeux de chat. Paola les présente l'un à l'autre, et Gabriel, qui tient son ours serré contre lui fait soudain un beau sourire en répétant le prénom de la fillette légèrement raccourci en Tina. Paola en profite pour appeler André à la rescousse. « Léo, je te présente mon mari, André, dont je t'ai beaucoup parlé dans mes lettres. Et bien sûr, tu as deviné que le nouvel ami de ta fille est son cousin, Gabriel. » Il ne reste plus que Willy, Karl et moi, toujours dans notre recoin. Paola continue donc sur sa lancée. Et voici Hélène, la sœur d'André, son fiancé Wilhelm et Karl, un camarade de régiment, qui malheureusement ne peut aller dans sa famille, qui vit en zone soviétique. Willy, lui, a de la famille du côté de Francfort, où ils étaient la semaine dernière. Nous repartons tous les 5 en France après le Nouvel An. Karl et moi sommes les seuls célibataires de cette assemblée, s'exclame Tobias. Erreur, dis-je. Karl n'est pas vraiment célibataire. Certes, il n'est pas marié, mais il a quelqu'un dans sa vie. Elle s'appelle Rose. D'accord, je suis donc le seul célibataire, renchérit l'aîné des Schuster. Si je comprends bien, pour trouver l'âme sœur, il faut avoir été prisonnier, notamment en France. Hélène, tu n'aurais pas une sœur cachée, me demande-t-il, l'œil pétillant. Non, mais j'ai une cousine. Seulement, elle est née en 1917, donc un tout petit peu plus âgée que toi. Et ma tante n'apprécie pas les Allemands. En revanche, Willy a une cousine qui a 24 ans, les cheveux châtains, yeux bleus, un peu plus grande que moi, si ça t'intéresse. Je prends note. Le ton est donné.
L'ambiance devient joyeuse, une ambiance de retrouvailles pour une famille que la guerre a finalement épargnée, puisque les 2 fils sont vivants, mais qu'elle a bousculé en élargissant le cercle au-delà des frontières, de la France à la Norvège. Paola et moi faisons tout notre possible pour mettre Sonia à l'aise. Pendant le repas, nous apprenons que dès que la date du rapatriement de Léo avait été annoncée approximativement, la jeune femme avait quitté son refuge en Suède et avait traversé tout le pays jusqu'à Göteborg, où elle avait pris un bateau jusqu'à Hambourg. De là, elle avait pris le train pour Bochum, où elle avait été hébergée chez un camarade de régiment de Léo, rapatrié plus tôt que lui, car père de famille et mineur. C'est là-bas que Léo l'avait rejointe il y a 2 jours. Laissant les 2 enfants à la garde d'Amelia, toute la troupe de jeunes adultes décide d'aller de nouveau skier en début d'après-midi. Sonia est vraiment dans son élément dans la neige. Il est vrai qu'elle est née dans le Grand Nord et que le ski serait originaire de son pays. Norvégienne, elle est avant tout Sami. Lorsqu'elle essaie de m'expliquer, je comprends soudain que les Samis sont en fait ce que nous avons l'habitude d'appeler les Lapons. Sonia préfère dire qu'elle est issue du peuple Sami plutôt que Lapon, car ce dernier terme est plutôt péjoratif et signifie « en haillons », explique Léo. C'est un peuple nomade à l'origine, qui vit de la pêche, de l'élevage de rennes et de l'artisanat, sans doute le plus ancien des peuples du nord de la Scandinavie. « Tu n'as pas peur qu'elle ait du mal à s'acclimater ici ?» demandai-je. Les lèvres de Léo s'étirent sur un léger sourire. Le fait qu'elle m'épouse, même si la date n'est pas encore fixée, fait d'elle une Allemande, car elle perdra automatiquement sa nationalité norvégienne. Les femmes samies ont l'habitude de quitter leur famille lorsqu'elles se marient, car elles vont systématiquement vivre dans leur belle famille en amenant leur dot constituée de reines. Vous imaginez si j'avais dû débarquer avec un troupeau de reines, plaisante-t-il en s'adressant à Willy et moi. Les images se formant dans nos esprits, nous éclatons de rire, tous les 2. Car traverser l'Allemagne du nord au sud avec des reines serait aussi cocasse que périlleux. J'imagine mal les pauvres bêtes survivre hors de la toundra. Cependant, le fait de vivre dans une ferme va l'aider, poursuit Léo. Je pense qu'elle appréciera la période de transhumance où nous montons avec les bêtes en alpage, même si c'est sur un territoire moins étendu que la Laponie, bien que les lois suédoises et norvégiennes dans les années 20 aient interdit aux Samis de traverser les frontières, comme ils l'avaient toujours fait jusqu'alors avec leurs troupeaux. Et puis Sonia avait déjà choisi de se démarquer, en préférant vendre ses produits artisanaux sur les marchés. Ceci dit, ces dernières années, les Samis dans leur ensemble n'ont pas eu le choix. Beaucoup ont dû se réfugier dans le sud du Troms pour fuir les combats. « Comment vous êtes-vous connus ?» questionnai-je, avide d'en savoir plus sur le couple. Notre rencontre a été très bizarre. Notre armée s'était repliée au bord du fjord Lyngen en janvier 1945. J'avais brisé la lame de mon couteau favori, que j'avais depuis l'adolescence. Pendant une courte permission, je me suis baladée sur le marché. Je suis tombée en arrêt devant un étal qui présentait des couteaux artisanaux aux manches gravées avec de magnifiques lames damas. La jeune marchande était elle aussi sublime, dans son costume traditionnel rouge, agrémenté de broderies. Je crois que je suis restée sans voix un moment. Puis j'ai fini par ouvrir la bouche pour acheter un couteau, mais ma voix devait être un peu éraillée, et Sonia m'a alors demandé, avec ses quelques mots d'allemand, et beaucoup par geste, si j'avais mal à la gorge. C'était le cas ? Pas vraiment, mais elle a sans doute fait semblant d'y croire, et m'a donné un pot contenant une gelée à base de plantes, préparée par elle, et bonne pour la gorge à prendre 2 fois par jour. Je suis revenue 2 jours plus tard, et pour la remercier, et surtout parce qu'elle me plaisait, je lui ai offert une petite broche en argent, sans savoir que chez les Samis, cela voulait dire que je voulais la courtiser. Léo expliqua alors que jusque-là, Sonia avait repoussé tous les prétendants, qui, comme le veut la tradition, lui avaient fait la cour en lui offrant des bijoux. Elle les avait tous refusés en rendant les cadeaux de ses courtisans, sauf celui de Léo. Ainsi, leur relation avait commencé sur un quiproquo, mais les 2 jeunes gens étaient réellement tombés amoureux, et tout cela dans un contexte pourtant peu favorable. Leur relation avait duré jusqu'à la reddition de la division de Léo aux Britanniques. Le fait que Sonia se retrouve enceinte n'a pas posé de problème lorsqu'elle s'est retrouvée seule.
Le problème n'était pas qu'elle soit enceinte, du moins pour les Samis, car ils ne se marient pas avant d'avoir eu au moins un enfant, ce qui est un signe de fertilité de la femme. Le problème se posait plus pour les Norvégiens, parce que le père, en l'occurrence moi, était allemand. D'où les ennuis de Sonia. J'ignorais même qu'elle était enceinte lorsque j'ai été emmenée en Angleterre, et c'est elle qui a retrouvé ma trace grâce à la Croix-Rouge. L'important, c'est que vous vous aimez et que vous vous êtes enfin retrouvés. En disant cela, je me rapproche encore de Willy, qui me regarde tendrement. Chemin faisant, nous sommes arrivés à la station du téléphérique, et dans la cabine, je me serre contre mon amoureux. Comme la veille, je suis le groupe à distance, toujours chaperonné par Willy, mais un peu plus rapidement. Nous rentrons après 3 descentes, nous promettant le lendemain de partir après la traite et le nettoyage des étables avec un pique-nique. Et il est prévu de monter en utilisant les pots de phoque au lieu du téléphérique. Nous terminons l'après-midi par une descente en luge pour amuser les enfants. Gabriel et Christina ne sont d'ailleurs pas les seuls à s'amuser. Le lendemain, après la traite, pendant que les hommes curent les tables, je prépare avec Amélia, Paola et Sonia des plats pour le réveillon de la Saint-Sylvestre, avant que nous partions pour notre balade en montagne. J'apprécie la montée à pot de phoque, où je me sens moins en décalage avec les autres. Je découvre de nouveaux endroits de la région dans son habit d'hiver. C'est aussi l'occasion de voir de loin des chamois. Le pique-nique est un grand moment de détente, et finalement la descente jusqu'au village me paraît plus facile. Tout me paraît plus beau du moment que Willy est à mes côtés, dans un environnement où nous pouvons nous laisser aller à nous enlacer et nous embrasser sans que quiconque nous juge. La bonne humeur se répercute le soir dans tout le chalet des Schuster, à l'occasion du dernier repas de l'année 1947. Le passage à la nouvelle année est un mélange de traditions allemandes, avec le Bleigießen avant minuit, et françaises, avec les embrassades sous le gui à minuit pile. Le Bleigießen est une vieille tradition allemande, consistant à faire fondre du plomb dans une cuillère sur la flamme d'une bougie, et à verser dans de l'eau froide le plomb fondu, qui se fige alors en prenant des formes qui sont interprétées pour prédire l'avenir. Quant aux traditions norvégiennes, Sonia nous apprend que la fête reste familiale et près de la nature, et elle se célèbre surtout le 1er janvier, avec une excursion pour profiter du plein air. C'est sur la musique de vieux disques que nous célébrons en 1948. Dans les bras de Willy, je fais le vœu que nous puissions nous marier cette année.